Génération champion avec la Banque Bonote, banquier depuis 1815. Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle émission de Génération Champion. Nous sommes aujourd'hui à la patinoire des Vernets à Genève. On va parler bien évidemment de hockey sur glace. Un petit rappel avant de commencer cette émission. Eh bien, Génération Champion, c'est l'occasion de retrouver un champion actuel ou ancien avec à ses côtés, eh bien, un jeune joueur, un jeune champion en devenir. Aujourd'hui, eh bien, nous aurons le plaisir dans un instant de recevoir Auguste Impose. Vous le verrez, un jeune joueur du Genève Futur. Mais avant cela, eh bien, quelques instants avec une légende vivante de ce sport, Slava Bykov. Bonjour. Bonjour Michel. Merci beaucoup d'être avec nous, Slava Bykov. C'est un plaisir. Merci d'avoir fait le déplacement. On le rappelle, eh bien, vous habitez dans la région de Fribourg. Vous avez joué du reste pendant de nombreuses années avec ce club, également aussi avec le CSKA Moscou. On va y revenir dans un instant. On peut peut-être rappeler peut-être que cette émission a été enregistrée le lendemain de la victoire du Genève Servette contre Fribourg-Gotteron. Une victoire assez logique, qu'on avait envie de dire par rapport à ce qu'on a vu hier. Ce 5-1, Slava Bykov de Genève contre Fribourg, comme ça un peu à chaud. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est un Genève Servette qui vous semble hors de portée pour l'instant? C'est un Fribourg qui a joué un peu en dessous de ses moyens? Les deux. Je pense les deux. Genève, ils étaient très bons hier. Ils ont mis la pression sur Fribourg, comme d'habitude. Et Fribourg n'a pas résisté. Malheureusement pour Fribourg, mais c'est la preuve qu'il y a des choses à améliorer encore. Et je pense qu'il faut prendre ça, pas à la légère, mais à soigner les détails. Slava Bykov, on va dans un instant parler un petit peu aussi de vos débuts. Hein. C'est intéressant, des débuts en URSS évidemment. Si on regarde aujourd'hui justement un petit peu dans le rétroviseur, quels ont été les temps forts de votre carrière? Parce qu'on va quand même juste le rappeler, hein, 5 fois champion du monde avec l'équipe évidemment du RSS, 7 fois champion du RSS justement avec le CSKA Moscou, 7 fois champion d'Europe également, et puis 2 fois champion olympique. On a un peu l'impression que la boucle a été bouclée, que vous avez tout fait. Il y a un truc qui vous manque, Slava, c'est un titre de champion suisse. Ça, c'est un regret, c'est quelque chose, en tout cas, qui vous fait sourire, là au milieu. Écoutez, dans la vie, ça se passe comme ça. Il y a des rêves qui ne se réalisent pas. Il y en a qui cherchent le Graal et puis ils ne trouvent jamais. Donc, j'espère maintenant... Vous avez été des fois tout près avec Fribourg-Gotteron parce que vous avez fait 7 saisons, hein, c'est ça? Dans les 7 saisons, est-ce qu'il y a des fois où vous avez été... On était juste 3 fois tout près de ces fameuses coupes, mais malheureusement, 3 fois échoué. J'espère prochaine génération... où mon fils joue chez Gotteron et il arrivera à rattraper. Andrei arrivera. Ce que je leur souhaite. Est-ce que vos meilleurs souvenirs, Slava Bykov, sont comme joueur ou comme entraîneur? Parce qu'on va quand même rappeler également que vous avez un parcours et qui n'est pas fini, bien entendu. Enfin, on l'espère, en tout cas, d'entraîneur, avec déjà plusieurs titres de champion du monde en 2008, en 2009 et en 2010 avec l'équipe de Russie. Vos meilleurs souvenirs comme ça, celui qui vous vient à l'esprit, c'est lequel? Le plus fort? Le plus fort, j'avais beaucoup, hein. Oui, il y en a énorme. C'est toute ma vie dans le hockey, c'est un grand souvenir. Mais je pense le plus fort souvenir, j'avais entre, je crois c'est 8-9 ans. Et je regardais le hockey tard le soir, c'est presque la nuit, puisque à l'oral, le décalage avec l'Europe, il était 4 heures. Et on a regardé avec des copains le championnat du monde, le final entre la Tchécoslovaquie et la Russie, l'ex-URSS. Et c'était tellement impressionnant, l'atmosphère autour de ce match, autour de cette finale, qui était extraordinaire dans la famille. Et j'étais impressionné par ça. Et c'est mon premier souvenir
qui m'a poussé vers ce sport. Et puis dès ce moment-là, j'ai la passion qui dure. Donc c'est ça ma première peut-être, et j'espère pas dernière souvenir. Sûrement pas. Slava Bikov, vous restez avec nous. On va accueillir tout de suite Auguste Impose, Jean-Philippe Paradis et Sébastien Beaulieu. Voilà, toujours évidemment en compagnie de Slava Bikov, nous a rejoint le jeune Auguste Impose. Bonjour Auguste. Bonjour. Merci beaucoup Auguste d'être avec nous. On va le rappeler, tu as 15 ans, un joueur du Genève Futur. Tu joues actuellement dans 2 équipes à la fois, un junior élite et les joueurs, les novices élites plus précisément. Et puis tu es né au Locle, tout près de La Chaux-de-Fonds. Tu es à Genève depuis seulement 2011. On va en reparler dans un instant. Et puis tes parents, eh bien, sont d'origine congolaise. Là également, on va en reparler un tout petit peu plus tard dans cette émission. Et puis avec nous, eh bien, Sébastien Beaulieu. Bonjour Sébastien. Salut, vous êtes l'entraîneur des gardiens de l'équipe du Genève Servette. On va voir que vous ratissez également assez large dans ce que vous faites. Et puis Jean-Philippe Paradis. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Michel. Merci d'être avec nous. On va le rappeler, on s'en rendra compte, tout comme votre collègue Sébastien. Vous êtes québécois, vous êtes canadien et vous avez la jolie et lourde en même temps responsabilité de vous occuper du Genève Futur. On va y revenir également dans un instant. Slava Bikov, on va juste poursuivre avec vous. On l'a dit tout à l'heure, vous avez été au CSK Moscou, vous avez été également à Fribourg, vous avez terminé votre carrière à Lausanne, une longue carrière terminée à 38 ans. 40 ans. Est-ce qu'on a un peu l'impression que vous auriez pu aller encore un petit peu plus? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, est-ce que ça a été le côté physique? Parce que honnêtement, vous n'avez pas l'air cassé de partout, contrairement à d'autres. Ou alors ça a été dans la tête où vous avez dit stop, c'est bon. Des fois, il y a les signaux qui nous donnent le corps et le mental aussi. Donc le corps, il m'a laissé le signal qu'il faut... Il a suggéré que c'était le moment, peut-être. Gentiment, il fallait prendre une autre profession, mais arrêter. Donc à 40 ans, pendant une année, je me suis préparé de terminer la carrière. Et aujourd'hui, il n'y a pas de regret de dire, tiens, j'aurais pu continuer encore un petit peu, comme certains, Philippe Beson, par exemple, qui lui regrette un peu de ne pas avoir été encore un petit bout de plus. Vous, c'était le moment de mettre un terme, de passer à autre chose. On peut toujours regretter, mais ça ne sert à rien. Donc, moi, je me suis préparé pour s'arrêter la carrière et après, tout simplement, de retrouver d'autres émotions dans d'autres professions, dans d'autres domaines. Auguste, on va peut-être parler de tes débuts. Alors c'est vrai que ça peut surprendre un petit peu, étonner à quelque part. Une maman, un papa congolais, et toi qui atterris dans le hockey. Comment est-ce que finalement tout a démarré? D'abord, il y a mon grand frère. Il faisait du hockey. Puis après, mon père, il m'a mis dedans. Puis au début, je faisais du foot et puis du hockey. Puis après, j'ai dû choisir, parce que au bout d'un moment, je pouvais plus faire les deux. Puis j'ai choisi le hockey. Slava, à quel âge plutôt votre carrière a réellement débuté? Vos débuts, vous en rappelez? Comme Auguste, moi, j'ai dû choisir 18 ans entre le foot et le hockey. Qu'est-ce qui a fait que? Pourquoi le hockey? Mais le patinage, c'est tellement fascinant. C'est quelque chose d'extraordinaire quand tu peux... un coup de patate, de jouer un ou d'autres, je sais pas. Et puis le froid, l'hiver, ça m'a impressionné un petit peu plus, peut-être. Mais le foot, c'est aussi un beau sport. C'est un beau sport aussi. Ouais. Jean-Philippe, on va parler de vos activités. On a dit que vous êtes le responsable de ce Genève Futur. Donc l'un, j'allais presque dire de vos juniors, oui, c'est justement Auguste. Racontez-nous un petit peu le Genève Futur. En quoi est-ce que ça consiste? Au début, c'était censé être, on va dire, un regroupement un petit peu des différents talents de la région, avec Mérin et avec les Trois Chênes. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? On veut créer un pôle d'excellence à Genève dans le hockey sur glace. Les relations avec les autres mouvements juniors sont encore à développer. C'est pas l'amour fou. Il y a des discussions.
Il y a des conversations qui se passent. Donc, avec le mouvement junior du Genève Servette, ça se passe très bien. Avec Trois Chênes, Meyrin, ça va dans la bonne direction. C'est pas encore ce qu'on veut, mais ça va dans la bonne direction. Donc, un réel désir politique, un désir sportif de faire un pôle d'excellence à Genève. Quand on parle de cette structure Genève Futur, ça veut dire que vous-même, vous êtes à la tête, à la charge de plusieurs équipes, de plusieurs entraîneurs. Hein. C'est une petite PME pratiquement. C'est une petite PME, donc il y a 3 équipes juniors dans Genève Futur, 3 équipes de 17-20 ans. On encadre aussi le sport-études pour les novices élites, le sport-études pour les mini-tops. Donc on touche environ 100 jeunes dans le Genève Futur. Sébastien Beaulieu, vous êtes l'entraîneur des gardiens de ce Genève Servette, également du Genève Futur. Alors vous-même, évidemment, bien, j'allais dire, votre meilleure carte de visite, c'est Tobias Stéphane, qui fait une saison, pour l'instant en tout cas, absolument... Surtout actuellement. Ouais. Magnifique. Ça, c'est le mieux qui pouvait vous arriver. À côté de lui, évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Combien de gardiens sont à votre disposition, à votre charge aujourd'hui? Presque une centaine maintenant. Là, je suis un gars passionné, j'ai de la peine à dire non. Donc cette année, j'ai dit oui à plein de trucs. Donc, je suis 100 gardiens? Oui, parce que j'ai un centre maintenant personnel où j'accueille tous les gardiens là, qui ont envie de travailler. Puis j'encadre aussi l'équipe de France depuis j'ai accepté ce défi-là cet été là, dans le développement des gardiens de la Fédération française. Plus le Lausanne Hockey Club aussi, où j'ai donné un coup de main au Lausanne avec Cristobal Huet cette année. Donc je me sens assez choyé. Dans ces Sangolis-là, les deux gardiens forts que j'entraîne, c'est Tobias Stéphane et Cristobal Huet. Alors pour moi, c'est un aboutissement, puis c'est de la chance, ça, c'est sûr. Justement, est-ce que c'est la chance? Parce que lorsque la chance se reproduit, en général, on dit que quand la chance se reproduit trop souvent, c'est le talent. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un peu de talent là derrière, justement? Moi, j'ai presque envie de dire, quelle est la méthode, quel est le secret de Sébastien Beaulieu? Parce que vous êtes modeste, il y a encore Sébastien Cohn, on ne va pas l'oublier. Hein, ça aussi, Benjamin, ouais. Cohn, c'est aussi un de vos protégés. Quelle est la méthode? Ben, je vais laisser les autres me faire des compliments s'il y en a, là, mais moi, je trouve surtout que je suis arrivé ici, on va parler d'évolution du hockey, je pense, tout à l'heure. Je suis arrivé ici, j'étais un peu le seul entraîneur des gardiens là, en Romandie, donc j'ai pris une place importante que j'avais pas chez moi de toute façon. Après, ben je me suis organisé pour faire un travail de qualité, puis j'ai travaillé avec des bons athlètes, là. Mais je sais pas, j'aime pas me déterminer moi-même, alors je vais laisser les autres le faire. Slava Bikov, on le voit, hein, l'entraîneur, on parle gardien. Le gardien, pièce maîtresse aujourd'hui d'une équipe, hein, on s'en rend compte pratiquement à chaque match. Au niveau de chez vous, on va parler de la Russie. Est-ce là aussi, on soigne, on peaufine? Est-ce qu'on a des Sébastien Beaulieu qui s'occupent des gardiens? Il y en a, mais comme Sébastien, peut-être pas. Merci, ça va. Là, il y a un bon coup à jouer. On cherche toujours les pros qui puissent justement apporter quelque chose de plus. J'ai écouté tout à l'heure et j'estime que les entraîneurs comme Sébastien, ils ne doivent pas seulement être techniciens, pur techniciens, mais c'est quelqu'un qui est très psychologue. Parce que le gardien, c'est un monde à part. Quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, mis en confiance. Assuré, et puis savoir écouter, parler avec eux, avec leur langue. C'est ça que nous, on a toujours cherché, quelqu'un qui sera toujours à l'écoute des gardiens, qui prend la confiance chez eux. Une chose, c'est que le coach principal, il peut lui dire quelque chose, mais si tu n'as jamais été comme gardien, c'est très difficile. C'est très difficile, malgré qu'ils ont la confiance, le respect, etc. Mais si à côté, il y a les professionnels comme Sébastien, par exemple, c'est bénéfique pour tout le monde. Mais Slava, ce travail en fait d'entraîneur de gardien, c'est quelque chose un peu comme au football, quelque chose de relativement récent. C'est-à-dire qu'est-ce qu'à votre époque, de tous vos nombreux titres dont on a parlé, il y avait déjà des entraîneurs spécifiques ou c'était le même entraîneur qu'entraînait tout le monde? C'était le même entraîneur. C'était le même entraîneur. Et je pense, de notre époque, et puis l'époque avant nous, c'est les recherches. C'est les entraîneurs qui ont essayé de trouver les exercices, essayer de développer quelque chose en plus. C'est leur expérience qui est donnée après, le suivi. De chercher la spécificité en tant que coach de gardien.
par exemple. Maintenant, on va encore plus loin. Donc, il y a les assistants de coach qui entraînent spécifiquement des défenseurs, par exemple, ou bien des attaquants. Donc, on essaie d'améliorer encore le hockey dans les détails. Sébastien Beaulieu, justement, les plus grandes évolutions dans l'entraînement des gardiens. D'abord, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous-même, on aurait dû commencer peut-être par là, est-ce que vous-même, vous avez été un grand gardien? Parce que c'est pas forcément toujours le cas. 1m70, grand gardien. C'est sûr que je n'étais pas un grand gardien de taille. Je n'étais pas un grand gardien non plus de performance. Mais comment ça vous est venu alors? Comment vous avez atterri vous aussi là-dedans? Écoute, j'ai fait l'université en sport au Québec. Donc moi, j'étais un passionné de hockey. J'étais pas assez bon pour atteindre des niveaux mondiaux, donc même pas des niveaux canadiens intéressants. Chez nous, la compétition au Canada, elle était très forte. Hein, puis donc, j'étais pas assez bon, j'avais pas assez de talent, soyons honnêtes. Et puis, je trouvais ça dommage parce que j'avais quand même la passion pour ce sport. Donc, j'ai commencé à entraîner des jeunes enfants, des jeunes gardiens. Puis là, il y avait cette option au Canada qui était toute nouvelle de faire l'université en coaching. Donc, c'était extraordinaire pour moi. C'est que c'est l'éducation physique, apprendre le corps, mais la moitié des cours étaient sur le sujet que tu voulais bien. Donc, moi, c'était les gardiens de but. Puis j'ai appris à faire des travaux sur la psychologie, sur la mécanique, ce qui était relié au poste du gardien. Donc, c'est comme ça que je me suis un peu différencié des autres en ayant cette base-là. Puis après, un téléphone de Louis Matt pour connaître mon intérêt à voyager et à stimuler ma vie. Puis je me suis retrouvé ici. Puis on parlait de chance tout à l'heure. Moi, j'ai vraiment profité d'un vide. Je suis arrivé ici très peu de gars comme moi là, qui entraînaient les gardiens. Puis j'ai pu prendre une place importante. Puis après, essayer de prouver ce que je pouvais valoir. Jean-Philippe Paradis, on va peut-être sortir un tout petit peu des gardiens momentanément. Combien de joueurs, combien est-ce que vous gérez de joueurs au total dans ce Genève futur? Et puis peut-être juste nous expliquer un peu, parce que ça c'est assez récurrent. On en a parlé pour le football le mois dernier avec Thierry Cottin, Michel Pont entre autres. Comment est-ce qu'on gère les entraînements, le sport-études tout simplement? Comment ça se passe? Donc le sport-études est en place depuis la rentrée 2012. Donc ça fait quelques mois que c'est en place avec le DIP à Genève. Donc les joueurs sont regroupés dans des établissements scolaires pour être libérés pour venir faire les entraînements sur glace ou hors glace. Donc ça se passe plutôt bien. Puis le nombre de joueurs, donc il y a 3 équipes juniors comme je disais tout à l'heure, ce qui représente environ 60 joueurs d'âge junior. Slava Bykov, à l'époque d'Auguste, à 15 ans, peut-être même un peu plus tard, comment est-ce que vous avez géré? Parce que j'ai lu ou entendu que vous étiez en plus brillant à l'école, un bon élève. Mais c'est vrai, c'est vrai ce que j'ai lu. Un bon élève. Comment est-ce que vous avez géré, vous, le hockey, les études? Comment ça s'est passé? En fait, pourquoi j'étais bon à l'école? Parce que c'était compromis avec ma maman. Qui m'a donné les conditions. Si tu veux jouer, alors... Il faut faire des bonnes notes. Ouais. On a eu aussi à l'époque un espèce d'internat où on a rassemblé les meilleurs joueurs à partir de l'âge de 12-13 ans déjà. Mais moi, j'ai pas suivi cette possibilité. J'étais peut-être quelqu'un à part. J'ai pas passé par les équipes nationales des juniors, juniors élites. Tout de suite passer à l'étape en dessus. Tout de suite, si je vous dis qu'à 18 ans, j'ai dû choisir entre le foot et le hockey, et à 22 ans, je suis devenu champion du monde. Donc ça laissait pas beaucoup de place pour les... C'est quelque chose. Si je dis ça... Même moi, maintenant, je me suis dit, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est moi qui ai fait ça? C'est moi qui ai fait, ouais. Mais ça arrive, donc il faut croire. Il faut tout simplement aimer ce que tu fais, travailler, et puis un jour, quelqu'un qui va te repérer, et puis qui va te donner un main, qui va te... Donc cela va très vite, vous êtes sorti du lot, quoi. Très vite, très vite, vous avez senti que vous étiez fait pour ça. C'est ce qu'ils font maintenant à Genève. J'estime que c'est un pas vers le professionnalisme total du système. Et j'espère un jour on aura une profession sportive, hockeyeur. Ça va donner une autre dimension de hockey sur glace. Auguste, parle-nous un petit peu de l'école. Comment est-ce que tu es à l'école? Est-ce que tu es aussi bon à l'école qu'au hockey sur glace, par exemple? Non. Non. C'est difficile. Pourquoi? Parce que c'est difficile de faire les deux, parce qu'on joue en plus dans 2 équipes avec l'école. C'est une grosse charge de travail. Parle-nous un petit peu comme ça rapidement d'une journée un petit peu type école, entraînement. Ça se passe comment? C'est lourd.
Alors, ben, le matin à 6h15, j'ai l'entraînement. Puis après... Le matin à 6h15. 6h15. Ouais, enfin, parce qu'une fois par semaine, on s'entraîne le matin. Puis ben, je m'entraîne à 6h15. Et après, j'arrive à l'école. J'ai loupé les 15 premières minutes. Après, ben, je suis à l'école. Et là, on est déjà un peu crevé à l'école, voilà. non? Ça se passe comment? Là, on n'est pas un peu crevé déjà quand on arrive à l'école après un entraînement, on est disponible. Ouais, un peu, mais après, c'est de l'habitude. Enfin, au début, c'est dur, mais après, on s'habitue. Enfin, ça devient un peu une routine. Et après, bah, à midi, on a quelque chose qui s'appelle les cercles d'études. Puis bah, là, on peut rattraper les cours qu'on a loupés, par exemple, si on avait eu un match ou parce qu'on a eu l'entraînement. Puis là, on peut rattraper ce qu'on a loupé. Et après, je finis à 4h20 et je vais à la patinoire. Enfin, je mange quelque chose. Je vais à la patinoire et après, de 5h jusqu'à 7h30, j'ai encore l'entraînement. Après, je rentre à la maison. Ça laisse pas beaucoup de temps pour faire du Facebook ou du cinéma avec les copines, là, si on comprend Non, bien. ça va pas trop. Ça va pas trop ensemble. Ça laisse pas beaucoup de place pour la vie sociale. Exactement. Ouais. Jean-Philippe, est-ce que c'est raisonnable, j'entends, comme programme, parce qu'on se rend compte que c'est lourd, est-ce qu'avec ce type de programme, on va sortir des bons joueurs? Bon, pour l'instant, en tout cas, Genève Servette sort d'excellents joueurs. À noter que souvent, eh bien, les juniors restent dans le club. Et c'est un petit peu le noyau fort. Est-ce que le rythme est bon, d'après vous, pour sortir des champions? Je pense qu'il faut toujours se remettre en question. Il ne faut pas dire qu'on a la solution parfaite, elle n'existe pas. Il faut toujours se remettre en question, mais les résultats prouvent qu'on est dans la bonne direction. Sur la pause d'équipe nationale au début de novembre, on a 14 joueurs entre les U15 et les U20. Donc de Genève sur les équipes nationales, ce qui est pas mal. Les novices élites qui ont terminé 4e du premier tour. Donc ça fait des années et des années que c'est pas arrivé qu'ils ont terminé 4e. Donc les résultats sportifs prouvent que c'est dans la bonne tendance. On a des joueurs comme Elliott Antonietti qui jouent souvent avec la première équipe. Donc les résultats sportifs sont assez bien. Moi, ce que je trouve, si je compare avec le Canada, où à l'époque j'étais dans un sport-études, je sais pas comment ça se passait chez toi, Veslava non plus. Mais je trouve qu'il y a un retard énorme au niveau des sports-études quand même. Cette année, c'est un premier pas là, pour Genève Futur, pour libérer les athlètes. Mais c'est clair que c'est ce qu'on essaie de changer maintenant. Il y a quelques années encore, on devait clairement faire un choix là, entre être un très bon étudiant et être un bon joueur de hockey. C'était assez difficile, en tout cas ici à Genève. Donc là, le premier pas est fait, mais les enfants ont encore des journées relativement complètes à l'école. Moi, il y a déjà 10 ans, quand je travaillais dans un sport-études, tous les sportifs étaient rassemblés dans une école, donc les footballeurs, les hockeyeurs, la natation. Et puis, ils avaient des demi-journées ou des 2 tiers de journée, ce qui laissait des plateaux intéressants la journée. Puis le soir, les enfants avaient le moyen d'avoir une vie, tu sais. Donc, c'est sûr que c'est exactement ce que le départ du projet, mais en Suisse, en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire avec les institutions pour faire un pas en avant, je pense, au niveau du scolaire, en tout cas, pour jumeler les deux, pour pas que les gens aient à faire un choix. Oui, on veut faire le maximum de joueurs de hockey, mais il faut avoir quelque chose derrière, je pense. Slava Bykov, si on revient peut-être cette fois-ci à votre fils, Andrei, qui joue aujourd'hui à Fribourg, lui, est-ce qu'il a fait des études, quel type de parcours, qu'est-ce que vous lui avez conseillé de faire? Là aussi, c'était important. Vous lui avez dit, comme votre maman vous avait dit, il faut faire des bonnes notes. Et tu joues à hockey, ça s'est passé comment? À l'école, il était bon, mais maintenant, il a pris le chemin de faire que du hockey sur glace. Mais on se parle avec lui et petit à petit, je l'ai convaincu qu'il faut faire des études à part, trouver autre chose, essayer de chercher au fond de toi à quoi tu t'intéresses en plus de la part de hockey et puis peut-être un jour de faire les cours dans d'autres domaines. Et je pense aussi, c'est comme dans bonne équipe. On doit toujours trouver un équilibre entre la défense et attaque. C'est la même chose, on doit trouver toujours un équilibre entre les études et le sport. Il faut même favoriser et motiver les jeunes comme Augustin de faire des études et faire un effort lorsqu'ils sont jeunes. Parce que plus on vient âgé, moins on a envie de faire des études. Et il faut savoir que le hockey, c'est pas toute la vie où on peut jouer.
Après Il le faut assurer ses arrières, on peut être blessé aussi. Bien sûr. C'est important. Et j'estime que c'est à nous, les spécialistes maintenant, qui sont autour de ces jeunes-là, qui doivent aussi motiver des jeunes de faire des études. Et trouver justement cet équilibre, compromis entre le sport et les études. Tandis que comme chez vous, Sébastien, chez nous, à l'époque, les entraîneurs, ils nous ont dit soit tu joues le hockey, soit tu fais les études. C'est ça. Malheureusement, c'est comme ça. Mais je suis contre cette philosophie. On arrive. Alors aujourd'hui, rapidement, hein, Slava, aujourd'hui chez vous en Russie, comme ça on aura un peu fait le tour, comment serait pris en charge un garçon comme Auguste, 15 ans, brillant? Qu'est-ce qu'il ferait? Est-ce qu'il ferait du hockey? Là aussi, que du hockey, malheureusement. Que du hockey. Si le sport-études existe chez vous, cette notion en Russie de sport-études? Pas tellement. Pas tellement. Pas tellement. Et là, c'est la famille qui doit gérer tout ça. Si dans la famille, l'atmosphère est bonne, si les parents ils sont conscients que le garçon il a besoin des études, ils vont le pousser vers les études et pratiquer le sport. Mais comme j'aperçois maintenant, le hockey sur glace, il prend une très grande ampleur en Russie et les parents ils sont influencés par cette gigantesque mouvement et ils poussent leurs enfants à faire que du sport, que du sport, que du sport. Ça, c'est malheureusement... Et là, pour certains, il y a peut-être là... C'est déséquilibre. Il y a peut-être là, pour certains aussi, hein, la notion de se dire, tiens, on va pouvoir gagner de l'argent, de guillemets, relativement rapidement. Sans sortir dans la vie. Donc là, c'est encore tout un... Ça, c'est peut-être encore un autre débat. C'est nous, les parents, qui doivent aussi assumer le rôle des parents. C'est ça. C'est sûrement... Penser à leur futur. C'est sûrement ça, en fait, la réalité. Slava Bykov, Auguste, vous restez évidemment avec nous. Sébastien Beaulieu, Jean-Philippe Paradis, merci beaucoup en tout cas d'avoir fait le détour jusqu'à nous. On se retrouve dans un instant pour évidemment continuer de parler hockey en compagnie de nos deux autres invités, Gérald Métro et Bernard Giroux. Génération champion avec la Banque Bonote, banquier depuis 1815. Des choses à dire? Tapez www.signergenève.ch et postez vos articles en ligne facilement. Facchinetti Automobile, 3e plus grand groupe BMW Mini de Suisse. Notre exigence est de surpasser les vôtres. Ton guide de montagne avec Tractine Intégrale All-Fort. La nouvelle Mini Countryman Snow Hill des 29 900 francs. Vous êtes à la recherche de matériel robuste dans une qualité irréprochable et à un prix imbattable? Ne cherchez plus. Trouvez-le chez Dix Army Shop lors de la grande liquidation de matériel de l'armée et d'articles de camping. Vêtements, outils, matériel de camping ou lampes, un vaste choix pour toute la famille. N'attendez plus, une visite en vaut la peine.
Véritable coup de cœur des Genevois, retrouvez dès à présent et pour le bonheur des jeunes et des moins jeunes, le DVD volume 3 du magazine préféré des Genevois, Autrefois Genève, désormais disponible en magasin. Savourez les 3h30 d'images du passé de Genève et participez ainsi à la sauvegarde de notre cher patrimoine. Génération champion avec la Banque Bonote, banquier depuis 1815. Voilà, suite de ce Génération Champion, nous sommes toujours à la patinoire des Vernets et l'on parle de hockey sur glace avec nous, évidemment, depuis le début de cette émission, notre invité principal, Slava Bykov, à ses côtés, Auguste Impose, un jeune joueur du Genève Futur, et puis nous a rejoint, eh bien, Gérald Métro. Gérald Métro, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Gérald. On va le rappeler, vous êtes évidemment un visage connu dans ce monde du hockey sur glace, journaliste et puis également agent de joueurs. Et puis à vos côtés, Bernard Giroux. On s'en rappelle bien de Bernard Giroux. C'était évidemment dans les années 60, 70, joueur du Genève Servette. Bernard Giroux, 5 fois champion suisse. Là, vous devez... Non. Vice-champion suisse, pardon, vice-champion suisse, vous avez raison. Et puis 3 participations à des championnats du monde. On va revenir dans un instant à votre époque, évidemment, c'est intéressant. On va peut-être revenir, Slava Bykov, à vous. On a parlé un peu du sport-études, un peu des débuts. Il y a quelque chose quand même qui est assez intéressant et qui reste un peu peut-être obscur, en tout cas pour nous. C'est peut-être l'ex-URSS et tout ce qui était le côté militaire, votre engagement par rapport à l'équipe du RSS. Comment est-ce qu'on gérait là aussi le côté militaire? Ça voulait dire quoi d'être dans l'armée à votre époque et de pratiquer le hockey? En fait, tout simplement, on était représentant l'armée rouge. Ceux qui voulaient, ils pouvaient être gradés, passer justement dans l'armée. Et le travail, c'était jouer au hockey. Ouais. Vous, par exemple, vous avez... J'ai arrêté ma carrière militaire, j'étais comme capitaine de l'armée rouge. Mais bon, j'ai joué tout simplement, j'ai présenté ce club, le fameux club de l'armée rouge, et je suis fier de ça. Auguste, on revient à toi, on a parlé tout à l'heure un petit peu de l'école, hein, des journées. Important quand même de dire que tu as dû quitter ta famille, hein, et aujourd'hui tu vis dans une famille d'accueil ici à Genève. Là aussi, au niveau, disons, mental, lorsqu'on a 15 ans, on sacrifie quand même une bonne partie de sa vie pour le hockey, sans oublier les études, hein, faire attention à ce qu'a dit Slava. D'être comme ça chez des gens qu'on ne connaît pas, dans un autre milieu, c'est difficile ça? Ah ouais. C'est difficile. On s'ennuie de au début, son papa, sa maman. On se rend pas compte à quel point c'est dur, mais après, on voit, ces gens, ils sont là pour nous aider. Parce que au début, c'est vrai que c'est dur, mais quand les liens commencent à se former, quand on se connaît un peu mieux, parce que on arrive chez des gens qu'on connaît pas, quand ils nous connaissent un peu mieux et on les connaît mieux, ça va très très bien. Puis je suis tombé dans une très très bonne famille. On peut quand même les citer, c'est la famille du Nombre qui n'avait pas, qui n'ont aucun lien, on peut dire aucun rapport en plus avec le hockey. Il n'y a personne qui joue forcément au hockey dans la famille. Sauf qu'ils suivent beaucoup, le Genève Servette là. Et c'est des supporters, ils viennent vous voir un petit peu, vous encourager. Ils suivent maintenant du coup le hockey, vous arrivez à leur donner le goût. Déjà, avant que j'arrive, ils suivaient déjà. Puis maintenant que je suis là, je crois qu'ils suivent encore un peu plus. Mais c'est une bonne expérience dans la vie pour Augusta aussi. C'est ça. Donc il doit pouvoir s'intégrer d'abord dans la famille d'accueil, connaître les traditions, ses familles, etc. Et après intégrer aussi dans l'équipe de hockey. C'est une très bonne expérience, je pense, dans la vie. Vous avez connu ça, vous, Slava, l'éloignement de la famille comme ça rapidement? Vous avez quand même toujours pu rejoindre un petit peu le chez vous? Je suis parti 20 ans de ma famille. Quand je suis parti au CSKA de Moscou pour l'armée, et là, je
suis parti, je suis parti. C'était dur, là, vous, même à 20 ans, vous en rappelez, c'était un passage difficile. Oui, quand tu pars de cocon, c'est toujours difficile. C'est difficile, mais c'est quand même... Moi, j'étais dans l'équipe de hockey. Et quand tu es dans un groupe, ça passe différemment. Ça passe vraiment en merveille. Puis, bon, j'ai pas fait l'armée comme tous les autres garçons. J'ai joué le hockey, mais quand même, c'était assez dur. Assez dur. Bernard Giroux, on a parlé déjà depuis le début de cette émission un petit peu de sport-études, on a parlé d'entraîneur de gardien, on a parlé maintenant de l'éloignement des parents. Vous, à votre époque, hein, dans les années 60, 70, tout ça vous semble être un peu de la science-fiction, parce que c'était pas du tout ça à l'époque où vous jouiez, Bernard. C'était complètement différent. Le problème que j'avais, moi, j'ai commencé le hockey au premier tournoi scolaire organisé par le journal La Suisse. À Mérin, on avait la chance, il y avait de la glace tous les hivers, donc on aimait patiner. Le problème, c'était de descendre en ville. Et à l'époque, on avait un vélo pour 2 copains. Et on descendait le jeudi, à l'époque, on descendait le jeudi, s'entraîner 1 fois par semaine au Vernet. Et on avait déjà 12 ans. Et quelques années après, ben, on a pu continuer à jouer au hockey, d'abord avec le Genève, et après à la fusion avec Genève Servette. Alors vous, justement, la relation travail, entraînement, racontez-nous un petit peu comment est-ce que vous arriviez à jongler avec le boulot, hein, parce qu'il faut dire ce qui est, les matchs du week-end, les entraînements. Là, c'était pas question de s'entraîner 2 fois par jour, s'entraînait 2 fois par semaine presque. Non, on s'entraînait, une fois qu'on est monté en Liga en 64, on s'entraînait 3 à 4 fois par semaine, le soir bien évidemment. Et puis, le lendemain matin, en rentrant de Langnau, d'Ambry, ben, on était au travail, parce qu'on était amateurs. Moi, je compare souvent, ça ressemble un peu à une bonne équipe de première ligue aujourd'hui. C'est un peu la charge, c'est une équipe de première ligue. Notre charge à nous, c'était entre 3 et 4 entraînements et 30 matchs, à peu près, je crois, 30 ou 40 matchs par année maximum. Amateur, vous, quand même, en cas de victoire, hein, vous me l'avez dit hors antenne, il y avait comme ça de temps en temps une petite enveloppe glissée au vestiaire, l'air de rien. Alors, ça se pratiquait si quand même. Si on parle d'argent, c'est vrai qu'à cette époque, on avait des primes de match. Et la tradition à Genève, c'était tous les 4 matchs, le trésorier venait avec les enveloppes, avec l'argent dedans. On a commencé avec 50 francs le match gagné, et dans les années 70, on est passé à 100 francs le match gagné. Alors c'était ça, tous les 4 matchs, le trésorier venait, donnait les enveloppes dans le vestiaire, c'était nos primes de match. C'était ça, on n'a jamais signé de contrat, moi j'ai joué 10 ans, 12 ans en Liga, jamais de contrat, jamais rien, c'était quelques-uns on touchait entre guillemets on dirait des pots de vin aujourd'hui, mais la moyenne partie c'était les primes de match et c'était tout. Gérald Métro, vous qui êtes, on l'a dit, journaliste, hein, agent de joueur, le coup des petites enveloppes comme ça, comme Bernard avait, ça c'est quand même un peu, on n'en est plus tout à fait là hein, aujourd'hui. Non, je crois que la manière elle s'est professionnalisée. Maintenant on a des contrats de travail, la relation professionnelle elle est établie entre un employeur qui est le club et un employé qui est le joueur. C'est sûr que l'époque des petites enveloppes après l'entraînement ou après les matchs, elle a un peu révolu. La manière a changé. Le sport est devenu professionnel. Le sport est devenu une branche comme une branche de l'économie, quoi. Vous travaillez dans une entreprise. Votre entreprise, c'est votre club. Vos patrons, c'est le président, c'est le conseil d'administration. Puis votre chef d'équipe, c'est le coach. Gérald Métro, vous êtes agent de joueur depuis quoi, 20 ans, enfin 21 ans. Depuis 21 ans. Justement, comme on parle un petit peu dans cette émission de l'évolution des choses, vous, votre métier d'agent de joueur, il a évolué dans quel sens? Ça veut dire, est-ce que vous avez aujourd'hui beaucoup plus de joueurs qu'avant? Est-ce que vous traitez les joueurs, enfin j'ai envie de dire un peu autrement, la demande est devenue un peu différente? Comment est-ce que c'est aujourd'hui par rapport à avant? Bon, déjà, à l'époque de Bernard et de Slava au début, je pense est-ce que vous aviez Bernard comme... Non, déjà les agents, ça n'existait pas. Bon, déjà. Les agents, c'est une notion qui est devenue qui est arrivée d'Amérique du Nord, puisque ça a commencé à exister dans les années 70, comme ça, et après c'est venu en Europe, évidemment. Donc, moi je compare avec une époque où il n'y avait pas d'agent, donc moi où j'ai peut-être innové, c'est que
j'ai été la première personne qui a pris des joueurs suisses comme clients. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait que les joueurs étrangers, notamment canadiens, qui venaient avec des agents canadiens qui les amenaient en Europe, et notamment en Suisse. Et puis moi, j'ai commencé à me dire, comme j'ai voyagé au Canada, j'habitais là-bas, j'ai vu le modèle qui était en vigueur là-bas. Je me suis dit, pourquoi les joueurs suisses n'auraient pas le droit d'être défendus au même titre que les joueurs étrangers, face à leurs patrons, face à leurs employés, face à leurs employeurs. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé. Donc voilà, je parle d'une. Alors maintenant, savoir si le métier d'agent a changé, oui, parce qu'à l'époque, il y avait peut-être un joueur sur 10 qui avait un agent. Aujourd'hui, il y en a 9,5 sur 10 qui ont un agent. Parce que, également, le sport professionnel, c'est devenu un peu plus compliqué. Avant, comme disait Bernard, on serrait la main au président une fois par année, puis après, on était là pour la saison. Aujourd'hui, il y a 25 pages de contrat avec des droits, avec des droits, des devoirs, des obligations, comme dans un contrat de travail normal. Les choses sont devenues un peu plus compliquées. Également, les jeunes joueurs, la Ligue suisse de hockey veut maintenant que les jeunes joueurs, à partir de 15 ans, soient sous contrat de formation avec les clubs. Donc, les parents viennent aussi nous consulter de plus en plus tôt, puisqu'ils ont besoin d'avoir des renseignements et des conseils pour épauler leurs enfants face au club, puisque à l'âge de 15-16 ans, on n'est plus aujourd'hui dans le hockey loisir, on rentre dans une sorte d'antichambre du hockey professionnel où le terrain se prépare, où les choses doivent être réglées comme il faut. Il y a des obligations, il y a les clubs qui investissent beaucoup d'argent sur les jeunes joueurs, et en retour, ils attendent des prestations, un comportement, des attitudes qui soient en rapport avec une vie de sportif. Et cela, ils aiment l'avoir par écrit ou au moins que ce soit bien défini. Nous, on essaie de conseiller les joueurs et leurs parents, quand ils sont plus jeunes, pour les amener à avoir une vie de professionnel pour essayer d'atteindre les objectifs qui se fixent. Slava Bykov, on a parlé juste un petit peu là, on a survolé le milieu de l'argent, des petites enveloppes, et comme ça, là aussi, peut-être chez vous, en ex-URSS, le sujet, j'allais presque dire, était un peu, en tout cas gardé sous silence, un peu tabou. Les petites enveloppes, justement, quand on est à l'armée, comment est-ce que ça se passait là? Vous aviez un salaire, vous aviez de l'argent, ou on vous nourrissait, vous étiez nourri, logé, blanchi? Comment est-ce que ça se passait? Nourri, logé, et on avait le salaire officiel. Donc on a jamais... C'était bien par rapport à l'époque et par rapport aux autres, on gagnait bien sa vie, on était privilégié d'être un joueur de hockey. On était privilégié, comme les artistes, comme les sportifs d'élite. C'était toujours, à mon avis, dans chaque société, cette tranche de population, ils sont toujours privilégiés, à mon avis. Et là, nous aussi, dans différents niveaux, on était un petit peu plus privilégiés quand même. Mais j'estime maintenant, c'est comme Gérald te l'a dit, moi je ne les prends pas comme le vrai agent, c'est plutôt les conseillers dans la vie. C'est pas seulement signer le contrat, traiter avec les dirigeants, etc. C'est aussi un grand appui pour la famille, surtout pour les parents, parce qu'ils savent pas comment ça marche ce milieu-là. Et là, ils ont besoin de cet appui pour aussi de questions d'éducation et des questions de rentrer dans la vie adulte aussi. Parce que ça, c'est un milieu aussi qui n'est pas facile à gérer. Auguste, là... on va peut-être, Auguste, on va être clair, est-ce que tu as déjà aujourd'hui été approché par un agent? On en a déjà besoin lorsqu'on a 15 ans, qu'on joue au Genève Futur? On y pense? Ouais, j'ai déjà été approché. Ouais. Ça existe déjà? Ouais. Et là... ça, c'est rassurant, c'est bien, ça te... Quelqu'un qui nous conseille, c'est toujours rassurant, hein. Surtout pour les parents, parce que dans le côté, on va dire, administratif, tout ça, vraiment, pour les familles d'accueil, pour l'école, il faut quand même une certaine structure. Alors, ouais, c'est vrai que... C'est important. Ouais. Gérald Métro, est-ce que dans ce que vous faites, justement, aujourd'hui, il y a plus de concurrence, il y a beaucoup d'agents de hockey sur glace, ça se bouscule un peu, parce qu'à un moment donné, au tout début, vous étiez finalement assez tranquille, assez seul. Hein. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, la profession s'est développée, et puis comme il y a plus de demandes, comme je disais, avant, il y avait un joueur sur 5 qui avait un agent, ou 1 sur 10, il y a 20 ans. Aujourd'hui, tout le monde en a, donc c'est clair qu'il a fallu qu'il y ait
plus d'agents pour répondre à la demande, vu que on peut pas humainement représenter plus de joueurs que de temps. Je veux dire, il faut aussi, il y a que 24 heures dans une journée. Et c'est sûr que lorsqu'il y a un métier qui fonctionne ou un créneau qui fonctionne, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, c'est normal. Et c'est très bien. C'est bien aussi, la concurrence, elle peut être saine, elle peut être moins saine. Après, il faut toujours essayer d'innover. Comme disait Slava, je pense que nous, moi, dans ma société, dans ma structure, avec mon associé Gaëtan Voisard, c'est sûr que on essaie d'innover toujours parce que tout le monde nous copie, vu que moi, j'avais commencé un peu ce métier, j'avais introduit un peu ce métier en Suisse, donc il faut toujours essayer de s'approcher le plus en plus du joueur. Comme disait Slava, nous, on s'intéresse beaucoup aux familles, à d'autres choses qui sont peut-être pas que jouer au hockey proprement dit, c'est-à-dire s'intéresser à la vie de famille, à la vie, aux autres problèmes sociaux, culturels, langue, travail de l'épouse, logement et tout ça, des choses qui sont plus en anglais on dit du family office, hein, c'est-à-dire qu'on s'occupe un peu des affaires de la famille ou de la structure familiale du joueur pour que celui-ci puisse jouer sans souci et d'être bien sur la glace et de pouvoir exercer son métier au mieux. Bernard Giroux, au jour d'aujourd'hui, on en a parlé aussi un petit peu les deux hors antenne, on l'a dit, tout a changé, le matériel, l'approche, tout ce qui est médical aussi, hein, c'est important. À votre époque, quand on se prenait un puck mal placé, on restait blessé pendant 3 mois et puis on jouait avec, c'était un peu ça, non? C'était tout à fait ça, mais il y avait beaucoup moins de blessures. Et ça, c'était quand même très différent. Je crois que le fond du jeu reste le même, mais aujourd'hui, la vitesse d'exécution, la force physique de chacun. Moi, je donne souvent un exemple. Moi, j'étais de l'ordre de 80 kilos, 1m77. J'étais une force physique du hockey. Aujourd'hui, c'est le poids d'Yann Cadieux, qui est peut-être un des plus légers à Fribourg. C'est là qu'on voit la différence d'évolution. Alors aujourd'hui, ils sont beaucoup plus blessés parce que les gens sont beaucoup plus physiques. Quand je vois la taille des joueurs Genève Servette, c'est impressionnant. Donc nous, on avait des blessures, mais surtout, moi je dirais des points de suture, parce qu'on n'avait pas de casque au début. Alors des points de suture, on en a tous. Je pense que cela va aussi. On en a tous. Mais au fait, c'était pas grave. C'était la salade qui était un peu dure à avaler le premier soir. Mais après, ça dure pas. Moi, j'ai pas de... Et puis il y a eu la période, Bernard, il y a eu la période, vous jouiez à l'époque, vous avez connu ça, Slava aussi, hein, sans casque, sans protection, vous avez connu ça aussi. Sans protection, mais avec les casques. Avec les casques. Bernard, vous, ça jouait sans casque, hein. On jouait sans casque au début, puis dans les années, je crois c'est 68-70, les casques sont devenus obligatoires. Mais moi, je jouais sans épaulière. Aujourd'hui, si mon fils ou bien mon petit-fils va aller jouer sans épaulière, je l'interdis. Moi, je mettais des tout petites épaulières avec l'équipe suisse, parce que Pelletier nous obligeait, mais on jouait sans épaulière. C'est là qu'aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pas que nous, on était des héros, mais le jeu a complètement changé. Si on voit des images de l'époque, c'est le ralenti, c'est Kili aux Jeux Olympiques en 68. Vous voudriez jouer à cette époque, Bernard? Ça vous fait envie, des fois, quand vous les voyez, les jeunes, vous dites, tiens, j'aimerais bien être maintenant sur la glace? Ce qui me ferait envie, c'est techniquement. Moi, je trouve techniquement, les joueurs aujourd'hui, c'est extraordinaire. Ce qu'ils font avec le puck, un but que Derouns a marqué ici, et ce qu'ils font avec le puck, c'est extraordinaire par rapport à notre technique à nous. Le reste, envieux, non pas. Moi, le professionnalisme, nous, on n'a pas de souci de reconversion puisqu'on travaillait. Donc là, je suis un peu partagé. Puis on oublie, c'est que des jeunes, comme lui, il a toute son avenir devant lui, mais il faut pas qu'il ait une blessure parce qu'il sera vite oublié. C'est ça. Et ça me fait peur. D'où l'importance de garder un peu les sur études. le nombre de joueurs de talent. Combien vont faire une carrière de Liga bien rémunérée? Moi, j'ai pas d'ordre d'idée de salaire, mais parce qu'on dit un gars, il gagne 120 000 francs par année, ça paraît énorme. Mais quand il arrive à 35 ans, s'il a gagné que 120 000 francs par année, une ou deux belles voitures, c'est ça que moi qui me fait peur aujourd'hui chez les jeunes, qui font pas une grande carrière, qui font une carrière en Ligue B, par exemple. La Ligue B, je trouve que la Ligue B, ça fait un peu peur. Les gars, ils sont pros. J'ai des copains qui ont des joueurs de Ligue B, et puis il peut nous dire combien gagne un joueur de Ligue B moyen, professionnel. Là, je pense qu'il y a un problème. Et là, justement, les gens comme Gérald, on a besoin de plus en plus. Mais le vrai professionnel qui peut conseiller comment il faut gérer sa vie quand on joue. Voilà. Parce qu'à un moment donné, il faut
passer dans une autre vie. On l'aura compris, il y a agent, hein, certainement de joueurs et agents de joueurs, et je crois qu'on peut dire sans grand risque de se tromper que évidemment Gérald fait partie des peut-être des agents sérieux et qui fait bien son travail, conseiller. Et un vrai professionnel. Ça, je crois que ça fait l'unanimité. Le temps passe, messieurs, malheureusement. Rapidement, qu'est-ce que vous conseilleriez à Auguste pour la suite de sa carrière, Slava Bykov, très rapidement, un mot comme ça. À part de hockey, il y a une autre vie. Il y a une autre vie. Ouais. C'est important. Ouais. Auguste, dernière question à Slava, peut-être comme ça? Non? Question? Non. Bon, très bien. Merci en tout cas, merci beaucoup Auguste d'avoir été avec nous. Bonne chance pour la suite. Merci. La suite pour toi, ce serait quoi? La NHL, le rêve suprême, le Canada, les États-Unis? J'espère. On y pense déjà. On te le souhaite. On te le souhaite. On va le suivre. On va le suivre. Ouais. Mais pour ça, il y a encore le temps. Il y a encore du chemin. Je continue à travailler tranquillement, puis ce qui arrivera, arrivera. Je vais me donner les chances pour arriver, mais faut rester tranquille. On te le souhaite parce que tu es en plus bien sympathique, Auguste. Bonne chance à toi. Merci beaucoup, Gérald Métro, d'avoir été avec nous. Et merci également à vous, Bernard Giroux. On se retrouve dans un instant pour terminer cette émission en compagnie de Slava Bykov. Slava Bykov, on termine cette émission avec vous. On a survolé bien évidemment votre carrière, vos débuts. On n'a pas trop parlé de la carrière d'entraîneur qui est pour l'instant en tout cas brillante. On l'a dit en début d'émission. Peut-être parler un peu de la suite, Slava Bykov, pour vous, parce que vous n'avez que 52 ans. Donc il y aura bien évidemment une suite professionnelle. Aujourd'hui, vous êtes engagé avec l'équipe de Pologne, hein, c'est ça? C'est juste, je suis un conseiller de l'équipe de Pologne. Cette année, probablement encore l'année prochaine, tout est ouvert. Je suis content d'être utile à quelque part, utile pour le hockey sur glace puisque c'est ma vie. Le hockey, il m'a tout donné. Je suis devenu quelqu'un grâce au hockey sur glace et maintenant c'est mon tour de redonner aux autres. Vous êtes en attente d'un poste éventuellement en Suisse, Slava Bykov, parce qu'on a évidemment souvent parlé de vous à Fribourg, à Berne, enfin un peu partout. C'est quelque chose qui vous, entraîneur en Suisse, quelque chose qui vous tenterait? Ça peut être envisageable aussi, mais actuellement, je suis très heureux d'être décompressé un petit peu, suivre mon fils, rester dans la famille, soigner mes petits bobos et puis tout simplement apprécier la vie. En dehors du hockey, qu'est-ce que vous aimez faire, Slava? Comment est-ce que vous occupez vos journées? Écoutez, j'aime bien les gens, j'aime bien la relation, c'est pour ça, je pense, le hockey et puis la profession d'entraîneur m'attire, c'est les relations publiques, relations humaines. Et là, je suis actuellement soit à la patinoire, soit en dehors de patinoire avec les gens qui aiment juste le contact. J'apprécie tout simplement la vie. Et les journées passent quand même très très vite, malgré tout. Malgré tout, oui, mais ça dépend comment on prend la journée. Si on charge, si on fait rien, donc c'est ennuyeux, mais je suis en plein régime maintenant. Se laisser vivre, ça fait du bien aussi. Oui, bien sûr. Merci beaucoup en tout cas, Slava Bykov, d'avoir été plaisir aussi avec nous et d'avoir fait, on le rappelle, le déplacement. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Merci à la patinoire d'Evernay de nous avoir reçus. Merci également à toute l'équipe technique de Léman Bleu Télévision. On va se retrouver le mois prochain, vous allez le voir, pour parler d'hippisme. Avec nous, tout simplement, l'invité principal, Steve Gerda, champion olympique. Une émission à ne pas rater. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Très belle journée, très belle soirée également. À bientôt. Ciao. Génération champion avec la Banque Bonote, banquier depuis 1800.